live de ce soir du challenge de septembre qui a donc commencé le 1er septembre dernier. Aujourd'hui, j'aborde donc la conduite du changement et ses résistances. Il semblerait que ce soit un sujet assez récurrent. C'est quelque chose qui revient régulièrement, donc ça va être intéressant de l'aborder ce soir. En attendant, donc j'espère que vous allez bien, que votre reprise se passe bien, voilà, que tout se déroule comme vous le souhaitez. Voilà, et on profite aussi du beau temps et d'un bel été encore qui continue actuellement. Je vais attendre un peu de voir si certains arrivent, parce que Facebook met toujours un petit temps avant de se mettre en route et de vous informer que je suis en direct. Voilà, en attendant, voilà, bienvenue si vous arrivez prochainement sur le Facebook Live. Donc aujourd'hui, je vais aborder 3 points sur la partie résistance au changement et la conduite du changement. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ce sujet est récurrent, pourquoi ça revient régulièrement. Parce que je pense qu'effectivement, on ne pose pas forcément le focus au bon endroit lorsque il faut manager la conduite du changement. Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Ça, c'est comme le bien-être. On passe jamais par les fondamentaux, donc il ne faut pas s'étonner effectivement si ça ne fonctionne pas et si pendant des années en fait on est dans la répétition. Voilà. A priori il y en a qui arrivent, bonjour. Faites-vous connaître si vous restez parmi nous, parce que je ne peux pas deviner qui vous êtes. Voilà, donc je vais aborder donc 3 points sur la partie conduite de vos équipes et du changement. Donc il y a la maturité de vos équipes, il y a tout ce qui est frein au changement. Bonjour Franck et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que votre reprise se passe bien et que tout se passe bien pour vous. Comme je viens de l'expliquer, donc je vais aborder la conduite du changement comme je l'avais annoncé lors de ce deuxième Facebook Live du mois de septembre. Voilà, donc 3 points, je répète donc, du coup j'ai perdu mon fil. La maturité des équipes, les freins au changement, les résistances et quand même les leviers possibles en tant que stratégie du management et du manager. La base, en fait, ce qu'on oublie souvent lorsqu'on est dirigeant ou manager, lorsqu'on entame une conduite du changement, c'est de faire effectivement un état des lieux et un focus sur votre équipe. On ne va jamais vérifier à quel niveau du cycle de vie est son équipe, et c'est pourtant la porte d'entrée qui va vous permettre une analyse et qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir identifier les points de levier et de frein au niveau de votre équipe. Il y a 4 étapes sur la maturité, sur un cycle d'une équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France majoritairement, les équipes sont quand même d'une culture, même si aujourd'hui on ne l'applique plus, sur des fondamentaux du taylorisme. Et le taylorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très patriarcal, très parental, l'assistanat, très je commande, très descendant. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque vous entamez une conduite du changement avec un management différent, que vous créez déjà les premières résistances au changement. Donc en fait, 4 cycles. Le premier cycle d'une équipe, c'est donc la dépendance. On est vraiment dans une relation de dépendance avec son manager, avec la hiérarchie. L'équipe est clairement en attente en fait de décisions qui descendent, qui structurent, qui commandent, qui imposent. Donc c'est vrai que ça laisse peu de marge d'autonomie et de prise d'initiative, mais c'est vraiment le premier palier. Et vous avez une majorité d'équipes aujourd'hui en France qui fonctionnent encore sur ce mode-là. Pour ma part, je suis intervenue il y a quelque temps auprès d'une équipe pour lesquelles la responsable, lorsqu'elle est partie à la retraite, toute l'équipe s'est effondrée puisqu'il n'y avait plus, comme il l'appelait sur cette équipe-là, la maman. Donc c'est assez symbolique comme exemple. Pour expliquer ce qu'est le premier niveau. Donc si votre équipe elle en est à ce niveau-là, vous ne pouvez pas lui demander de passer du premier au 4e cycle sans avoir
sans l'avoir amené à ces étapes. Alors, une chose est claire, hein, il faut énormément de temps et de finesse et de stratégie pour amener une équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne marche pas systématiquement. Le deuxième niveau que vous pouvez encore trouver dans les entreprises aujourd'hui françaises, c'est la contre-dépendance. La contre-dépendance, ce qui est un petit peu plus intéressant sur ce créneau-là, c'est que votre équipe est dans un contre-pouvoir. Elle se met un petit peu, elle rentre en résistance, et le management systémique a à dire que c'est plutôt intéressant, puisque même si l'équipe est en tension et qu'elle se braque ou elle est en tension avec vous, elle maintient néanmoins une relation, et ça veut dire que les lignes commencent à bouger et que vous apportez déjà un premier changement dans le système relationnel et de votre équipe. Mais ça reste quand même des équipes qui sont très dépendantes de la hiérarchie, qui sont vraiment en attente vraiment d'une ligne et qui, là aussi, prennent peu d'initiatives. Néanmoins, ça peut quand même bouger. Majoritairement, les équipes en France sont dans ce fonctionnement-là pour plein de raisons. Donc, c'est comment vous allez identifier où en est votre équipe. À chaque fois que j'ai eu à accompagner des équipes de managers pour conduire un nouveau projet, à chaque fois, le projet était déjà concret là sur la table, et faisait que on n'était pas allé focaliser sur ça. Alors, Franck, il y a de ça avec mon équipe. Il y a de ça. La résistance au changement ou du maternage. Vous avez, qu'est-ce que vous rencontrez concrètement comme problème? Parce que c'est effectivement ce qui peut se produire. Hein. Vous avez tout ce maternage et les équipes sont pas autonomes. C'est comme nous quand on grandit. Si nos parents ne nous avaient pas éduqués ou amenés sur une autonomie, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc il faut vraiment, lorsque vous commencez une conduite de changement, faire un focus sur votre équipe, sur sa maturité. Où est-ce qu'elle en est? Parce que vous ne pouvez pas sauter les étapes, c'est pas possible en fait. Donc je ne sais pas si Franck va m'apporter un élément complémentaire à il y a de ça avec mon équipe. Est-ce que c'est de la résistance au changement ou pas? Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième étape et c'est incontournable. Là où ça devient intéressant, alors c'est tellement confortable de ne pas prendre des... Ben oui, ça fait du lien avec mes prochaines publications. En fait, on parle de confort et de pas prise d'initiative. Mais oui, parce qu'en fait, c'est surtout ne pas prendre de responsabilité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être problématique. C'est tout à fait ça, pas prendre d'initiative. On se protège, mais ça n'empêche pas que si les gens sont face à ça, de vous faire des reproches. Dans l'autre sens, ça marche un peu moins bien en général. C'est pas toujours très compatible. On ne prend pas de risque, c'est ça, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans ces croyances-là. Pas de responsabilité, on ne prend pas de risque. Par contre, si vous ratez, on va pas oublier de vous le dire, je pense. Alors, je sais pas hein, si vous avez identifié la maturité de votre équipe ou pas. Aujourd'hui, Franck ou pas, les autres par rapport à votre équipe, et si vous envisagez de la faire évoluer ou pas, c'est tout à fait ça. Donc le quatrième niveau, au niveau de la maturité du cycle d'une équipe, on est sur l'indépendance. Et là, ça devient vraiment intéressant, puisque les gens, même s'ils attendent, même s'ils sont dans une attente managériale, sont en capacité de prendre des initiatives, sont capables de travailler en autonomie, sont capables vraiment de reconnaître leurs valeurs et de les mettre au travail au niveau, alors leurs valeurs et ainsi que leurs freins. Donc ça c'est vraiment c'est fondamental en fait. Et donc là les gens sont dans une autre mouvance hein, en termes de travail. Les gens prennent des initiatives et vous avez quand même une dynamique de changement. Donc l'idée, si vous voulez arriver à une conduite de changement sans trop de tension, c'est d'amener votre équipe déjà à ce point-là. On se reconnaît, on travaille ensemble, on a des valeurs communes.
Et effectivement, si vous n'en êtes pas là, si vous n'êtes pas des gens autonomes, si vous n'avez pas des gens pour prendre des initiatives, des responsabilités, pour ne pas être sur la culture j'attends qu'on me donne un ordre, et du coup ça ramène à un système très rigide, ça ne va pas fonctionner. Donc l'indépendance, vous avez déjà une marge beaucoup plus souple. Alors je vois qu'il y a un nouveau... Tac, tac, tac. Il y a plusieurs niveaux dans la même équipe. Ok, donc dans votre équipe, il y a plusieurs niveaux de... Vous voulez dire de maturité au niveau des gens? Vous pensez que vous avez des leviers qui peuvent être dans l'indépendance, d'autres qui sont dépendants, c'est ça? Alors ça, c'est encore plus complexe, mais pendant la conduite du changement, ça peut être un levier, en fait. Vous pouvez faire appel aux moteurs, on appelle ça les salariés moteurs. Les leviers, c'est les personnes ressources que vous pouvez identifier, qui peuvent peut-être vous accompagner pour motiver ou en tout cas donner envie aux autres par la dynamique de l'équipe. Ça aussi, ça peut être effectivement un moteur. Par contre, oui, voilà. Et si vous en avez qui... Alors après, ça va dépendre du nombre. Si vous avez un nombre important de gens qui sont... récalcitrants, qui sont très dépendants, hein, parce que ça fait peur. Ça fait peur de devenir indépendant, d'être libre. Hein, ça fait peur à beaucoup de monde, même quand on est salarié. C'est tellement rassurant d'avoir un dirigeant, un cadre, un manager qui est là pour éviter... Et c'est là où il faut être vigilant, et c'est là où votre posture managériale doit complètement évoluer. C'est quel regard vous posez sur votre équipe, c'est quel regard vous posez sur chaque salarié et surtout sur votre propre posture. C'est-à-dire que si vous pensez que l'autre n'est pas en capacité ou n'est pas en mesure d'évoluer ou de prendre des initiatives, vous lui renvoyez le fait en fait qu'il n'est pas capable, et la personne elle va se complaire même si c'est inconscient dans ce type de fonctionnement. Donc vous allez vous retrouver avec des gens qui ne vont jamais prendre des initiatives parce que inconsciemment, il y a un effet miroir et vous renvoyez en fait que la personne n'est pas capable en fait de prendre des initiatives. Donc c'est comment je manage aussi mon équipe autrement. J'ai publié cette semaine le droit à l'erreur, chouette un problème comme organisation apprenante. J'ai parlé du management visuel, j'ai parlé de la vision partagée. Tout ça, ça vient nourrir aussi votre posture à vous, pour pouvoir amorcer la conduite du changement et le regard que vous portez aussi sur votre équipe. Si vous voulez l'accompagner à mûrir et à grandir, il faut effectivement que vous-même dans le système, vous bougiez aussi votre place et votre posture vis-à-vis de votre équipe. C'est fondamental en fait, hein, vous faites partie du système. Hein, j'en ai parlé lors du dernier Facebook Live sur la systémie. Si vous bougez un système, votre système, ça va forcément aussi bouger la relation aux autres. On s'expose, on prend des risques, mais dans la conduite du changement, c'est aussi fondamental. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et enfin, le quatrième niveau de maturité d'une équipe, alors on la rencontre vraiment rarement, ou alors vraiment dans des entreprises qui ont sauté le pas pour s'organiser et manager complètement autrement. On est sur, ça s'appelle l'interdépendance. Et l'interdépendance, les gens connaissent leurs valeurs, leurs limites, s'investissent dans leur travail mais sans se sacrifier. Elles sont en mesure d'accueillir des points de vue différents, sans jugement, sans critique, et à la limite se nourrit pour évoluer vraiment dans leur posture managériale ou en collaboration. Il y a un réel lien de confiance en fait lorsqu'on est dans un fonctionnement d'interdépendance. Donc voilà les 4 niveaux: la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Et je vous invite grandement, au moment où vous amenez un nouveau projet, aussi petit soit-il, parce que chaque mouvement, chaque changement vient percuter les équipes, de faire ce focus-là, vraiment de savoir où en est votre équipe. Ça va vous apporter une clé de lecture qui est
qui est fondamentale dans le sens où vous allez voir, vous allez prendre conscience en fait des moyens d'action que vous allez pouvoir apporter à votre équipe, par quoi vous allez commencer, le rythme, le tempo que vous allez pouvoir emmener à votre équipe en fonction de là où elle en est, de sa maturité. Vous allez ajuster la communication, l'information, le rythme et le plan d'action. Et ensuite avec elle, parce que c'est ce que dans la publication que j'ai faite ce matin sur les résistances au changement, elle concerne en fait les personnes qui vont être dépositaires, destinataires du changement. Et donc dans mon post de ce matin, c'est ce que j'expliquais. Les résistances au changement, pourquoi? Vous avez la perte de pouvoir, ça c'est une première résistance qui est à la limite partout. Les effets des gens aussi qui ont peur lorsqu'on vient briser une routine, lorsqu'on vient perturber un petit peu leur quotidien, le manque d'information, le manque de communication. Les autres résistances, c'est aussi certains salariés, des fois, ont le sentiment que comme ils faisaient avant, en fait, c'était pas bien. Et aujourd'hui, on arrive avec un nouveau projet comme si tout allait être merveilleux et surtout comme si c'était une meilleure manière de faire que comme ils faisaient avant. Et ça, du coup, ça fait aussi partie d'un des points que j'ai publié ce matin sur les résistances du changement. Et je terminais donc cette publication d'ailleurs en précisant que l'enjeu en fait qui est incontournable, c'est votre posture. Ces résistances, elles sont d'autant plus accrues si le management est pas efficace et stratégique en amont. Ça vient complètement cristalliser. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, je ne sais pas si Franck a d'autres questions ou d'autres remarques. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Est-ce que fondamentalement, voilà, c'est quelque chose que ou même vous imaginez peut-être mettre en pratique? Est-ce que vous êtes arrivé de faire un focus sur votre équipe du coup, en fonction de du projet que vous alliez amener? Voilà, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si c'est quelque chose que vous côtoyez, qui vous parle. Donc ça, c'est vraiment la partie les 4 cycles et les résistances au changement. Donc fort heureusement, il y a quand même des leviers et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce Facebook Live ce soir. C'est aussi pour vous transmettre les leviers possibles, les leviers stratégiques, les leviers managériaux pour pouvoir conduire le changement. Alors les résistances, il y en aura toujours. C'est humain. Le moindre changement, la nouveauté, ça fait peur. Et puis vous avez des histoires d'entreprises et d'établissements qui sont tellement ancrées, d'où le fait de l'importance d'aller faire un focus sur la maturité de votre équipe, où est-ce qu'elle en est. On rejoint aussi la systémie. Quand un cycle se termine, un autre cycle s'engage. Donc c'est peut-être aussi une opportunité. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur fondamentalement sur hop là. Ça y est, j'avais pas tous les commentaires, ils viennent d'arriver. J'avais pas tout. Alors, on a frileux. Donc certains sont frileux. J'y travaille et je pense que ça avance. Dans un ESAT. Alors, vous êtes donc dans d'un médico-social. Ok, ils ont fait voter la totalité des salariés et travailleurs pour les horaires de travail. Ah oui, ça c'est pas mal. Du coup, c'est moins... Ah oui, j'ai les commentaires qui arrivent en retard. Voilà, ok. Oui, donc du coup, c'était moins descendant. C'est pas les moniteurs d'atelier qui sont venus choisir leurs horaires, imposer leurs horaires. C'est les travailleurs également. Alors, une façon d'impliquer et responsable. Et oui, mais oui. Donc c'est bien ce que je viens de dire. On implique les gens. On les fait participer et on ne vient pas avec quelque chose de descendant. Oui, mais oui, c'est tout à fait ça en fait. Alors, en plus, si vous êtes auprès de personnes en situation de handicap, voilà, en termes de compréhension, c'est comme on s'adapte aussi à bien faire saisir à tout le monde ce qu'on est en train de faire et ce qui se passe, en fonction des difficultés des uns des autres, avec un filtre de compréhension ou pas. Ok, donc j'y travaille et je pense que ça avance. C'est ça. Et oui. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion du coup d'expérimenter une conduite
conduite de changement ou un nouveau projet ou quelque chose. Mais effectivement, la résistance, elle est humaine. Mais après, c'est comment on l'assouplit et surtout comment on ne loupe pas des coches lorsqu'on conduit le changement. C'est vraiment important. Alors, je fais attention parce qu'effectivement, les commentaires arrivent en retard, en décalage. Il ne faudrait pas que j'en loupe. Voilà, donc les cycles de maturité, les freins dont je viens de vous parler, et puis du coup je vais aborder les leviers possibles du coup pour la résistance au changement. C'est des leviers stratégiques, managériaux, opérationnels aussi. Pour pas que ce soit complètement subjectif ou trop en hauteur, l'idée c'est vraiment d'aller directement sur les équipes pour que ça leur parle en fait. Donc toujours pour faire du lien avec ce que je vous communique depuis début septembre, voire même avant sur mon approche, sur le travail sur la posture que j'accompagne avec Bien-être, Attitude and Management. C'est vraiment, et c'est aussi ça incontournable, c'est le travail commun et le partage d'une même vision de la réalité de vous avec votre équipe. Travail commun et partage de la même vision. Parce qu'effectivement, si jamais vous ne partagez pas les mêmes valeurs, si vous ne partagez pas la même vision du travail, là je vois Franck, il parle des personnes en situation du handicap, si les gens ne partagent pas la même image de l'accompagnement, ça risque d'être compliqué de travailler ensemble. D'où le fait d'aller faire ce focus, parce que ça permet de voir vraiment où l'équipe elle en est. Et puis il est possible aussi d'aller faire un exercice après, hein. En coaching ça existe pour identifier les valeurs communes. Cet exercice c'est vraiment pour aller les valeurs, celles qu'on avait au départ, où est-ce qu'on se projette tous ensemble, dans combien de temps, comment on a envie de travailler ensemble, et ça permet de mettre à plat l'ensemble des valeurs, voir s'il y a des décalages entre les uns et les autres, et c'est comment à un moment donné on dit ok, on a tous des valeurs différentes ou qui parfois se recoupent pour certains, mais c'est comment ensemble on leur définit des communes en fait, en laissant un peu les autres de côté, mais l'idée c'est d'en acter des communes entre vous pour pouvoir avancer sur la conduite du changement. Une fois que ça s'est acté, je pense que c'est le plus gros morceau quand même, hein, la vision commune, le travail commun, parce que vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire bah oui c'était mieux avant, pourquoi on change, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Là, vous avez toujours des gens qui vont venir vous faire ce genre de remarques. Donc il faut pouvoir trouver des réponses à ça. C'était mieux avant, oui avant, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont marché que vous pouvez garder, il y a d'autres choses par contre qui ont besoin d'évoluer. Et c'est là où vous avez toute votre place en tant que dirigeant et manager, c'est de montrer, d'expliquer pourquoi à un moment donné on ne peut pas rester figé, quels sont les enjeux, et rappeler toujours pourquoi on est là, pour qui on travaille, pourquoi, quel produit, quelle personne si vous êtes auprès d'accompagnement de personnes. Mais l'idée c'est de pouvoir à un moment donné montrer l'objectif qui est souhaitable, quitte à le redéfinir et à en discuter, mais de pouvoir il faut que ça soit limpide pour les gens. Il faut que les gens puissent voir clairement là où on va, parce que la conduite du changement, c'est aussi, alors ça se voit aussi beaucoup dans notre pays, mais les gens sont très méfiants. Ils vont chercher, vont avoir toujours le sentiment qu'ils vont être trompés ou qu'on leur a menti. Il y a toujours quelque chose de pas toujours très stable, très simple dès le démarrage. Donc c'est comment vous pouvez aussi à un moment donné être le plus clair possible. Et c'est pour ça aussi que j'ai parlé dans mes premières publications du management visuel. Parce que le management visuel, les choses sont claires, que ce soit les projets, l'organisation de travail, les absents, les présents, enfin tout ce qui se passe, les gens sont informés. À un moment donné, on ne peut plus vous dire bah oui, on ne savait pas. Ben oui, mais non, en fait, on ne peut pas dire ça. Donc, de mettre en place des outils dans votre organisation visuelle, comme j'en ai parlé la semaine dernière, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, en fait, ça contribue à vraiment une évolution de posture managériale, d'état d'esprit managérial, et ça apporte du coup forcément un management d'équipe différent. Et ça contribue à la conduite du changement, puisque les choses sont visuelles. Donc si vous pouvez entamer votre conduite du changement, donc j'ai dit travail commun, partage de vision, de même vision.
Ensuite, il faut aussi des éléments d'appréciation, de façon à ce que vous puissiez comparer l'évolution. Il faut qu'on reste toujours, c'est toujours pareil, il faut que ça soit visuel, il faut que ça soit factuel, il faut que votre équipe, elle puisse clairement, elle puisse clairement voir ce qui se passe, même si c'est des petits changements, mais puis le temps de digérer et de se rendre compte que, ben oui, en fait, même si j'ai à un moment donné exprimé une résistance au changement, et ben les choses, elles évoluent malgré tout, et finalement, ça se passe pas trop mal. Donc, il faut que les choses soient visuelles, appréciables, qu'on puisse évaluer, qu'on puisse ajuster, parce qu'on peut se tromper. Ça aussi, j'en ai parlé. Le droit à l'erreur, on peut effectivement se tromper et réajuster. L'idée, c'est de garder quelque chose de très souple dans votre conduite, et de manière à ce que les gens puissent aussi voir l'évolution, à commencer par vous, parce que c'est fondamental en fait que vous puissiez vous montrer l'exemple. Oui, j'aime pas trop cette expression, mais l'idée, c'est comment vous aussi vous dynamisez, vous rentrez dans la boucle du changement pour pouvoir effectivement voilà, que les gens voient aussi ce qui se passe. Et l'idée, c'est pas de leur imposer, mais de voir que malgré tout ça fonctionne. Alors, je viens de voir arriver un autre commentaire. Nous avons un nouveau projet bâti. On n'a pour le moment rien partagé sur votre chambre. D'accord. Ah oui, alors vous n'avez... Ok. Et donc vous avez des idées, vous êtes en difficulté par rapport à ça. Votre équipe n'est pas du tout informée du changement. Oui, c'est des choses typiques en fait. Voilà, vous vous retrouvez avec des choses très descendantes en fait. Et alors si en plus auprès d'un public aussi vulnérable, on peut imaginer que ça peut être compliqué. Alors je ne vous reçois plus. Ah zut, ben moi pourtant je vois votre votre commentaire. Vous m'avez perdu, internet, non? Oui, c'est vrai que je vous vois plus là-haut. Je ne vous reçois plus. Bon, bah peut-être que d'ici la fin, vous m'aurez récupéré. La connexion pourtant semble bien fonctionner. Si jamais vous revenez, vous me refaites signe. J'aurais bien voulu avoir votre réponse. Du coup, ça aurait été intéressant de voir, savoir si vous aviez réfléchi à comment accompagner votre équipe, si vous étiez en difficulté ou pas. Ah bon, peut-être que d'ici la fin, vous pourrez être de nouveau connecté. Moi, a priori, je le suis toujours. Voilà. Donc moi, en attendant, je vais continuer donc avec mes leviers stratégiques. Alors je reprends mes petites notes parce que pour pas rien oublier, surtout c'est très important. Donc je disais éléments d'appréciation de l'état d'avancement, des choses très factuelles, visuelles, voilà, pour que les gens voient aussi que ça bouge, que ça évolue, et ça permet aussi de les associer. Ah, ça repart, coucou, re-bienvenue. Décidément, Facebook, et c'est ça la technologie moderne. Oui, donc je vous demandais si vous étiez en difficulté par rapport à ça, si vous aviez déjà réfléchi à une stratégie pour associer votre équipe. Qui plus est, si j'ai bien compris, et peut-être aussi en situation de handicap, puisque vous avez parlé d'un ESAT. Le visuel, du coup, peut être un bon point. Ah bah, vous êtes peut-être bien encore perdu. Oui, je vois plus le petit œil là-haut, décidément. Mais peut-être que voilà, vous voyez, pour une équipe, là, si les personnes sont en situation de handicap, il peut y avoir effectivement le visuel, le factuel, surtout que des fois, vous avez des gens qui n'ont pas accès à la lecture. Donc, le visuel, ça peut être super important pour ce genre de public. Est-ce que... Alors, je vois que vous êtes revenus. Je ne sais pas si vous avez eu mes questions ou pas. Donc, éléments d'appréciation. L'idée aussi, c'est de mettre en place un système incitatif. L'idée, c'est que si vous mettez une organisation visuelle, si vous avez des choses de maqueter, si vous avez des images, si vous avez des plannings, l'idée, c'est que tout le monde participe, que chacun vienne mobiliser son projet là où il en est, que chacun s'implique en fait dans le mouvement du planning ou de l'outil que vous aurez choisi, peu importe, de façon à ce que ça ne reste pas figé et qu'encore une fois, vous ayez d'un côté vous et d'un côté l'équipe, et que ce soit encore sur quelque chose de très
magistral et puis de très figé. L'idée c'est d'impliquer, d'inciter, il faut dynamiser, donner envie aux gens. Pourquoi pas de faire tourner l'animation ou faire tourner, que chacun participe à l'élaboration de son projet là où il en est. Et on n'est pas dans du flicage, on n'est pas dans du contrôle, on est vraiment pour voir l'évolution et pouvoir s'entraider. Alors, oui, c'est compliqué quand les raisons hiérarchiques sont pas. Je vais devoir composer sans. Alors, c'est compliqué pour vous, du coup, la conduite du changement, quand vous parlez de votre responsable qui n'est pas impliqué. Parce que du coup, je vais devoir composer sans. Oui, oui, forcément. Et réfléchir du coup à comment informer, associer votre équipe, sans doute en plus de votre propre difficulté de dirigeant, de responsable. Voilà, je pense que en plus de devoir gérer vous votre posture vis-à-vis de votre hiérarchique, vous devez devoir aussi composer avec le haut et puis les personnes qui sont à suivre, et ça peut être effectivement vite compliqué. Un des autres, donc j'ai dit travail en commun, éléments d'appréciation, mise en place d'un système incitatif. Le 4e point, c'est d'instaurer des règles. Alors oui, effectivement, oui, c'est difficile, peut-être, c'est ça. Oui, effectivement, même si on est dans quelque chose de dynamique, de libre à la prise d'initiative, où tout se passe très bien, il faut des règles. Il n'y a pas de secret, il faut des règles, de permettre des procédures pour les pratiques. Mais je ne parle pas des choses très clivées, très lourdes. C'est juste, il se passe quoi, qui dit quoi, voilà. C'est juste pour organiser les relations, organiser ce qui se fait et les process. C'est quelque chose de très simple. Ça peut être définir les horaires, un lieu, définir des couleurs et définir qui fait quoi, voilà, quel temps on se donne, mais il faut des règles pour pouvoir assurer le bon fonctionnement en fait de la dynamique. Il faut aussi que tous ensemble vous ayez une volonté d'avoir des progrès rapides, parce que le démarrage, on va vous attendre au tournant. Alors c'est moche de dire ça, mais c'est un petit peu ça, sauf si votre équipe, voilà, en fonction de sa maturité, où est-ce qu'elle se situe. Mais il faut que rapidement vous ayez des premiers résultats, des premières choses concrètes, de façon à ce que ça rassure, que ça donne confiance aussi à votre équipe pour qu'elle puisse se redynamiser et partir en fait. C'est vraiment super important d'avoir des projets assez rapides pour pouvoir continuer ensuite un déploiement plus large de votre projet et du changement que vous avez engagé. Il faut aussi que vous puissiez identifier, donc ça c'est le 6e point, il faut que vous puissiez identifier des personnes ressources dans votre équipe. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut que vous puissiez aussi vraiment trouver des gens qui sont partisans du changement, qui sont dans votre dynamique, qui sont prêts à, même s'il n'y en a qu'une, de façon à pouvoir être dynamique ensemble sur le changement, et pouvoir aussi avoir quelqu'un qui véhicule une bonne dynamique, une bonne ambiance aussi avec vous, pour pouvoir dynamiser vraiment le projet et la conduite du changement. Ensuite, et ça aussi c'est un élément incontournable, parce que sinon ça fait partie d'un des freins, c'est la communication. Il faut une forte communication d'information. Il faut quelque chose de très alors pas des grosses informations, des choses très pratiques, des choses très courtes, mais il faut que les gens soient informés, que vous communiquiez beaucoup, et idéalement que vous puissiez communiquer en étant physiquement là, ou alors en visio, parce qu'on vit quand même une époque un petit peu décalée en ce moment, et effectivement vous êtes peut-être parfois en télétravail, mais si vous avez le moyen d'éviter tout ce qui est mail, et oui, mail et téléphone, oui, pourquoi pas, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez avoir un échange visuel, parce que c'est important aussi, l'échange visuel, la posture, la communication non verbale, et l'idée c'est que vous puissiez communiquer quelque chose de communication forte, sur votre projet et l'avancement, et que vous soyez présent, vraiment présent, pour pouvoir toujours accompagner et être là pour répondre aux questions s'il y en a besoin. Voilà. Le 9e point, ça rejoint aussi le management visuel, c'est comment on s'accorde aussi sur des repères et des signaux, des signes communs. L'idée c'est, si vous décidez d'avoir quelque chose de visuel,
l'idée c'est que vous ayez des repères et des signes identiques, quelque chose d'harmonisé, de façon à ce que chacun n'ait pas des choses complètement démesurées si jamais vous créez des visuels, des repères ou je ne vais pas trouver mes mots, si vous trouvez des images, enfin bref, si vous choisissez une signalétique, l'idéal c'est qu'il y ait quelque chose quand même de commun, même si c'est choisi ensemble, de façon à que ce ne soit pas complètement éparpillé. En tout cas sur la partie visuelle et sur la partie projet, c'est la partie entreprise. L'idée c'est d'harmoniser quand même les signes, les repères de chacun à l'identique. Je suis bien d'accord. Alors sur les repères communs, sur les mêmes signes, je pense que ça contribue à la compréhension de chacun. Et puis c'est aussi comme une identité d'entreprise. C'est quand même aussi oui, c'est ça, c'est une identité d'entreprise, des repères. C'est comme si vous avez choisi une couleur, si vous avez choisi un logo, si vous avez choisi... c'est souvent ce qui se passe en entreprise ou dans des établissements. Il y a souvent des couleurs pour le flocage. Voilà, il y a des choses qui sont identiques. C'est pas tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il y a souvent des repères aussi de couleurs et de fonctionnement. Donc c'est vraiment important. Ça amène aussi quelque chose de vivant, qui existe, quelque chose de légitime. C'est vraiment important. Et enfin, le dernier point, donc ça c'est le 10e levier stratégique que je vous livre ce soir. Je pense que c'est assez important. C'est vraiment... alors, c'est vraiment d'avoir des points, des allers-retours, des feedbacks de votre équipe et vous aussi de l'état d'avancement. Alors on parle de contrôle, mais l'idée c'est pas d'aller contrôler comme du flicage comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est comment on fait un suivi du processus de changement. L'idée c'est à un moment donné de faire des points d'évaluation, voir si ça a évolué, quels sont les dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des choses à accompagner, des choses à modifier. Il faut bien à un moment donné se poser et contrôler, vérifier que les choses avancent, que l'état d'avancement suit bien le chemin qui a été décidé, ou alors peut-être qu'il y a besoin d'être modifié ou rectifié ou arrêté. Parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, les 10 leviers stratégiques. Alors, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les 10 premiers leviers stratégique de base pour pouvoir conduire le changement et gérer au mieux les résistances au changement. Alors bien entendu, sans oublier cette première partie dont je vous ai parlé ce soir, d'aller faire un focus sur la maturité de votre équipe au niveau de son cycle de vie, voilà, entre les personnalités, les salariés que vous avez. Donc c'est vraiment de faire ce premier focus. Je vous y invite vraiment parce que moi depuis toutes ces années où je forme les gens, les managers ou même en coaching, à chaque fois qu'on demande de quelle thématique vous souhaitez aborder, il n'y a pas que celle-ci, mais c'est quand même régulièrement la résistance au changement, la conduite au changement. Et comment ça se fait qu'au bout d'autant d'années, on soit encore à se heurter à ça, c'est parce que il manque un maillon en fait dans la chaîne. Et le premier maillon, c'est celui-là. C'est rare qu'on aille voir effectivement. On fait toujours les choses très vite. Il faut toujours aller très vite. Il faut toujours faire ça tout de suite. Sauf que ça, si vous manquez le coche sur ça, on parle d'humain, on parle de salariés. Si vous manquez le coche sur ça, ça ne peut pas marcher. Et même si vous arrivez à avoir au bout de votre projet, vous risquez d'avoir des gens qui vont être dans des comportements qui vont donner le sentiment d'avoir accepté que c'est comme ça et ils vont rien en dire là, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont contribuer à appliquer le changement qui aura été mis en place, qui aura été décidé. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être porté par votre équipe et du coup cette équipe elle va rester coincée au cycle auquel elle se situe déjà. Donc c'est incontournable, c'est vraiment incontournable. Je fais souvent le parallèle avec le bien-être et c'est ce que j'ai dit au début du Facebook Live tout à l'heure. C'est souvent la question qu'on me dit, mais pourquoi
On parle encore de bien-être, tout le monde cherche un bien-être, le bien-être, être bien dans sa peau, arrêter de courir, être moins stressé. Et puis ça fait 30 ans qu'on en parle et c'est toujours le cas. Et bien là c'est pareil, c'est parce que le premier maillon n'est pas, n'est pas incarné. On loupe ce premier maillon, c'est-à-dire soi-même. On ne met pas les choses à plat et résultat, on passe par-dessus comme on passe par-dessus le focus de son équipe. Et c'est pas étonnant que à chaque fois on se retrouve avec des gens qui reviennent en coaching en disant en fait je suis super stressée ou j'arrive pas à gérer mon temps. Voilà, et c'est des choses qui reviennent régulièrement parce qu'il y a toujours cette première case. Et cette première case, c'est souvent l'humain, c'est soit votre équipe, c'est soit vous, mais c'est incontournable en fait. Et tant qu'on passera à côté, on reviendra toujours sur ces mêmes sujets. Voilà, c'est tous les points que je souhaitais vous partager ce soir. Ça reprenait aussi les différents posts que j'ai publiés cette semaine et ceux que je veux aussi, que j'ai publiés aussi la semaine prochaine. Sur la conduite du changement et sur votre posture managériale. Je vous invite vraiment à aller expérimenter ce que je vous ai dit pour vous rendre compte par vous-même, pour évaluer vous-même ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment un changement de philosophie, un changement de focus par rapport à comment vous managez habituellement, comment vous aussi vous percevez les choses dans votre posture. Il y a vraiment un changement à faire, à opérer. Quand on parle d'intelligence collective, quand on est assez au clair sur la maturité de son équipe, on la vit, l'intelligence collective. On la trouve, on voit ce que c'est. Ça reste pas un concept dont tout le monde parle, on finit par vraiment pour l'appliquer. Voilà, merci à vous Franck d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Je vous souhaite à tous aussi une excellente soirée. N'hésitez pas à poster des commentaires après la vidéo, après le direct, ou vos questions, revoir la vidéo en replay. Si vous la pensez intéressante, partagez-la sur d'autres groupes. En attendant, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci en tout cas. Au revoir et à bientôt.